on accueille Barreau Pressaco qui a fait plusieurs bâtiments en béton de chanvre, qui a même fait un bouquin qui était encore en vente hier. Je ne sais pas s'il en reste encore dans la librairie au fond de salle. Non, on me fait signe que non. Vous avez participé, entre autres, à un projet parce que on a fait pas mal de lobbying pour qu'il y ait du béton de chanvre dans les villages olympiques. J'avais fait un rapport sur la construction chanvre et j'avais été voir tous les promoteurs. Ils étaient tous partants pour que on puisse avancer, mais on n'avait pas encore les nouvelles règles pro. Et du coup, il y a eu une expérimentation qui a été faite à laquelle tu as participé. Et quand on a préparé le congrès, tu m'as dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées. C'est important qu'on puisse valoriser tout ce travail. Et donc, je te laisse la parole pour présenter un peu tout ça. Merci. Merci beaucoup, bonjour. Merci pour cette invitation. Donc moi, je suis Cyril Pressaco, le Pressaco de Barreau et Pressaco. On a créé l'agence en 2009 et le premier projet qu'on a fait, c'était une commande de maisons individuelles en Normandie. Une résidence principale, et c'est un projet qu'on a développé avec LM Ingénieur. Alors c'est peut-être un nom qui revient régulièrement depuis hier et aujourd'hui encore. Laurent Mouly et Grégoire Mouly, vous allez voir, ils ont fait tous les projets qu'on a fait en chanvre avec nous depuis 2009 et d'autres projets aussi, notamment en pierre. Et puis on avait fait ce projet en chanvre aussi avec Benjamin Leroux, qui je pense est encore actif dans la filière, même si Bâti Éthique, sa société, n'existe plus. Donc 2009, par rapport à l'histoire du chanvre, c'est relativement tôt dans ce panorama. Nous, on n'y connaissait rien du tout et c'est Laurent Mouly qui nous a totalement acculturés à ce matériau. Donc c'est une maison neuve, construite en ossature bois, isolée totalement avec un isolant chaud chanvre. Et c'est une espèce de double longère à l'intérieur de laquelle on a dispatché une, deux, trois petites serres qu'on voit ici sur la gauche. Donc c'était un mélange d'une maison qu'on souhaitait la plus passive possible, sans chercher aucun label et aucune performance et aucun calcul qui guiderait quelque chose d'exceptionnel. C'était plutôt d'essayer de mettre un certain nombre de dispositifs constructifs les uns à côté des autres pour que la maison puisse s'inscrire dans son territoire avec des matériaux naturels et un minimum de chauffage. Donc on ne voit pas très bien sur le dessin, mais été-hiver, il y a un puits canadien qui alimente chacune des trois serres en air préchauffé l'hiver. Il passe aussi par un vide sanitaire sous la maison. L'air est préchauffé, rentre dans les serres participent à l'échauffement de l'air, et puis après, l'air est dispatché dans toutes les pièces de la maison. L'isolant chaud chanvre est à la fois sur les murs et sur la toiture. On avait entre 30 et 35 cm de chaud chanvre de mémoire à l'époque, et c'était un chaud chanvre qui a été projeté depuis l'extérieur sur un fond de coffrage perdu qui était des panneaux de bois IPCA 3 plis. Et cette maison, finalement, elle est chauffée, elle fait 400 mètres carrés, je crois, et elle est chauffée par un poêle qui est au milieu de la maison. Il y a un plancher chauffant électrique qui permet de compléter très ponctuellement des besoins de chauffage dans des moments de grand froid. Voilà, ces fameux grands froids hivernaux qu'on connaît encore un petit peu, de moins en moins. Et puis le poêle au bois est alimenté par le bocage du terrain du propriétaire, puisqu'il a 10 hectares de terrain autour de la maison, et donc c'est juste le bois de coupe qu'il a autour de lui qui permet de chauffer la maison. Donc des dispositifs passifs, des dispositifs voilà, qui valorisent des apports solaires par ces petites serres. On voit le chanvre qui est laissé visible quand il est projeté depuis les serres. Donc les serres sont l'extérieur sur le fond de coffrage perdu. On voit les bouches d'entrée d'air ici du puits canadien. Donc cette première expérience pour nous a été une grande découverte. Il n'y avait rien de dogmatique, il n'y avait rien d'écologique même là-dedans. C'était plutôt une recherche constructive, d'essayer d'employer des matériaux relativement sain, et puis une discussion aussi avec un maître d'ouvrage qui était très, très éclairé. On a découvert toutes les propriétés, peut-être avec une première approche qui était sensible, ou de l'ordre de la perception physique de ce qu'on ressentait en rentrant dans le bâtiment.
sans forcément tout de suite mettre des mots techniques comme ceux que Guillaume a présentés tout à l'heure. Et depuis, on a fait un grand chemin d'acculturation technique qui est fondamental aussi dans le parcours de l'agence en général. On est très très attaché et on a une grande appétence pour la question constructive et technique. Aussi en tant qu'enseignant, Thibaut et moi on enseigne dans des écoles d'architecture en France ou à l'étranger. Et cette approche des matériaux, par une entrée aussi technique, est extrêmement importante. Et l'acculturation technique des architectes est absolument nécessaire parce qu'il y a un appauvrissement technique de l'ensemble de la société. On ne sait plus comment fonctionnent ces choses-là, notamment, et tout un tas de choses. Et dans la construction, c'est extrêmement important parce que pour être capable de construire en connaissance de cause, voire même de réparer des bâtiments, il faut savoir comment on les construit et garder la main sur la construction. Ça, c'est fondamental. On a fait un bâtiment par la suite de logements sociaux dans Paris 18e pour Paris Habitat, de 15 logements, encore avec LM Ingénieur. Et là, c'était le 3e bâtiment en chanvre. J'ai sauté un bâtiment où on avait juste isolé de la pierre depuis l'intérieur en chaux chanvre, mais c'était pas forcément ce qui avait de plus compliqué. Et ce bâtiment, c'est une ossature béton, poteau dalle, extrêmement efficace, extrêmement banale, on pourrait dire même dans sa facture. Et elle est totalement enveloppée, c'est ce qu'on a ici, là, par, on pourrait dire un manteau, une épaisseur d'isolant chaux chanvre sur une ossature bois secondaire qui est construite sur place. Donc pas de préfabrication, parce que la parcelle est très très complexe dans sa forme. Le bâtiment occupe 100% de sa parcelle, c'est un tissu très dense avec des mitoyennetés, donc on n'avait pas la possibilité de préfabriquer les éléments en chanvre. Donc c'est une projection, donc ça c'est l'ossature primaire. Et puis on a la décomposition, avant de vous montrer la projection. L'ossature, on vient rapporter une ossature bois secondaire sur la structure primaire en béton. On a une plaque de fermacelle intérieure qui sert de coffrage perdu. On projette le béton de chanvre, l'isolant chaux chanvre depuis l'extérieur sur une épaisseur à l'époque d'une trentaine de centimètres. Et puis on a un enduit extérieur. Donc l'idée aussi c'était de réduire au maximum le nombre d'éléments qui participent au complexe de façade, à la fois pour bénéficier au maximum de tous les échanges hygroscopiques du chaux chanvre, pour simplifier la construction, pour éviter les pare vapeur, les pare pluie, les pare machin. Tout ça, ça conduit aussi à une économie de moyens extrêmement importante dans la construction. Et ça en a une petite illustration. Ça, c'est une illustration de ce moment un peu intermédiaire aussi du chantier où on est en train d'installer les plaques de fermacelle sur l'ossature bois. Donc vous voyez un peu les éléments qui préfigurent la projection de l'isolant. Et puis là, on a l'étape de projection, c'est des choses que vous avez certainement déjà vues. Mais pour nous, ça a été extrêmement fondamental aussi d'être sur le chantier, de voir ces choses-là, c'est-à-dire comment cette matière se constitue sur le chantier, c'est-à-dire qu'on a les sacs de chènevotte et les sacs de chaux, et comment, par une espèce d'agglutination, d'agglomération de la matière, le matériau, à partir de ces deux matières premières, le matériau se constitue sur place au travers de la projection. Donc finalement une technique qui est relativement simple, une technique même de projection qui appartient à la technique du béton, proprement dite historiquement. Et ce moment un peu aussi transitoire du chantier, parce que l'isolant va disparaître, l'isolant c'est fragile, on le cache, on le protège, donc on ne le voit plus. Mais pour nous, c'était un moment assez fondateur de notre expérience de chantier. Là, ça c'est l'état du chaux chanvre, donc on le prend en photo, on fait venir des photographes pour documenter tout ça, parce qu'on veut en garder des traces, on veut en garder des traces aussi pour les partager. Le partage de nos expériences de projet sont aussi importantes que les bâtiments qu'on construit. Et puis à la fin, on a un bâtiment dont on ne sait pas qu'il est fait avec cet isolant-là, sinon que peut-être d'avoir un mur de 30 cm totalement isolant renverse un certain nombre de hiérarchies pour nous dans la manière de construire les bâtiments, où d'un coup l'isolant devient peut-être ce qui donne forme au bâtiment. Tout à l'heure, je ne sais plus qui exposait l'idée que on pouvait construire plein de formes avec le chanvre, ça autorisait beaucoup de choses. C'est un matériau très particulier parce qu'il a quand même il se tient tout seul, il est autostable.
en étant projeté, il prend forme sur un coffrage. Et donc là, on avait exploré cette idée des bow windows, des oriels comme ça, sur la façade avant. Et c'est le chanvre, c'est la façade, c'est l'isolant qui donne forme au bâtiment. C'est plus la structure. On change un peu de ce paradigme moderne aussi où la structure primait surtout, où les ingénieurs structure aussi étaient les ingénieurs les plus remarqués, les plus remarquables et qui ont accompagné peut-être une période héroïque de la construction basée sur la structure. Et nous, on fait l'hypothèse aujourd'hui que l'isolant peut-être devient peut-être plus important que la question structurelle qu'on banalise d'une certaine manière, et que c'est peut-être un nouveau déterminant des formes architecturales, en tout cas qu'il y a du potentiel formel aussi pour faire de l'architecture avec les isolants, que l'isolant n'est plus juste une couche qu'on ajoute au mur pour qu'il soit plus performant, c'est quelque chose qui a une réalité intrinsèque, parce que nulle part dans l'histoire de l'architecture, nulle part dans les théories de l'architecture, dans les ouvrages d'architecture, on ne parle de l'isolation. Ça n'existe jamais. C'est un parent pauvre de l'histoire de l'architecture, l'isolation. Et finalement, construire avec ce matériau-là, c'est utiliser aussi ce matériau, pas juste pour être écologique, parce que c'est pas suffisant, pas juste pour être performant, parce que c'est pas l'objectif, mais aussi pour faire de l'architecture. Et ça, c'est important pour notre discipline, je pense. Et puis, ce projet des Jeux Olympiques, alors on avait aussi participé aux discussions amont des Jeux Olympiques, aussi avec Laurent Mouly, puisque la Solideo, qui était la ménagère des Jeux Olympiques, avait mené un certain nombre de discussions et de tables rondes pour essayer de voir quels étaient les matériaux que la Solideo allait porter pour construire le village olympique. Donc les filières bois, les filières pierre, les filières chanvre avaient été interrogées. Le chanvre n'avait pas forcément été retenu parce que aussi sa maturité technique n'était pas tout à fait suffisante à ce moment-là. Mais pour autant, les promoteurs des Jeux Olympiques, enfin, du village des athlètes pour les Jeux Olympiques, avaient comme obligation de répondre à des appels à projets innovants, les projets SIM, comme ils les appelaient. Et donc nous, avec notre copromotion Nexity et Fage Immobilier, on a répondu en faisant une proposition de construire un mur ossature bois porteur à R+5 isolé en chanvre. Mur porteur, pas juste FOB, mur porteur. Donc il y avait un financement de la Solideo assez gros et on a mené toute la liste qui est à gauche, plus d'une dizaine d'essais dans une procédure d'ATEX assez lourde qui a mobilisé plusieurs laboratoires, le CEBTP, CERIP, CODEM, etc. Et c'était porté par l'entreprise Eiffage Construction et sa filiale Ossature-Bois qui venait de racheter, qui s'appelle Savard, qui est en Normandie. L'ATEX n'a pas abouti. Pour plein de raisons, parce que le timing n'était pas le bon aussi par rapport à une livraison des JO qui ne pouvait pas dépasser la date donnée. Hein. Il fallait que Teddy Riner et ses comparses aient leur chambre le jour J. Mais à part un ou deux petits points qui mériteraient d'être prolongés à l'occasion, on a recueilli énormément de connaissances en refaisant un certain nombre d'essais au feu, en faisant des essais de vieillissement, des essais AEV, des essais de toutes sortes, des essais au choc, des essais sur les enduits, des essais on a martyrisé vraiment un grand nombre de prototypes. Et on s'est aperçu aussi dans une discussion qu'on a eue avec Stéphane Amery du CSTB que peut-être il y avait, même chez eux d'ailleurs, une perte en ligne de tous les essais et de toutes les expérimentations qui sont menées de manière éclatée et éparse dans différents domaines de la construction, mais notamment par rapport au chanvre. Et en écoutant aussi les discussions de ce matin, alors je n'ai pas assisté à celle d'hier, mais je m'aperçois aussi qu'il y a des choses qui sont menées par certains laboratoires. Voilà ce que j'entends dès tout à l'heure sur le projet, un des projets de recherche sur le ruissage notamment, c'est des choses que j'ai déjà entendues sur un projet ANR qui est mené notamment à l'université Gustave Eiffel par Sandrine Marceau. Donc, je ne sais pas si les choses se recoupent ou pas, mais on sent qu'il se passe beaucoup de choses et
qu'il y a potentiellement plein de choses à converger. Je termine, mais... Juste pour compléter ton propos, Stéphane Amry du CSTB, depuis qu'il est administrateur de Construire en Chanvre, je pense que ça aide aussi, parce que c'est lui au Forum Bois Construction, qui est le prochain sujet, qui a fait la présentation des nouvelles règles pro l'année dernière. Donc il connaît bien le sujet et je pense qu'il défend bien les biosourcés, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivée dans la filière. Tout à fait, c'est le sentiment qu'on a eu. Donc juste quelques images pour montrer l'ampleur des choses qu'on a faites aussi. Donc on a accompagné, de nouveau qu'on a documenté, parce qu'on avait l'objectif d'en faire un petit bouquin, mais on n'a pas eu le financement escompté, donc c'est resté dans la boîte chez nous. Mais c'est dommage parce que avec Laurent Mouly, on a fait tout un travail, parce que c'est Laurent aussi qui nous a accompagnés pour ce projet d'ATEX. On a fait tout un travail de digestion. Voilà. Pour chacun des essais, on a redessiné en essayant de rendre compréhensible à tout à chacun, ou en tout cas aux professionnels, des pages et des pages d'essais et de calculs qui sont délivrés par les laboratoires et qui ne sont pas forcément très clairs, pour essayer de juste expliciter quel est l'objectif de chaque essai, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre ou à mesurer, et où se situait l'essai en question. Pour comprendre aussi à chaque fois où est la qualité particulière dans chacun des domaines, où se trouve la qualité spécifique de cet isolant et du couple chaud-chanvre qu'on est en train d'analyser. Donc on a ça dans la boîte, on aimerait le sortir. Si ça sort pas en papier, je pense qu'on en fera un objet PDF à disposition, mais c'était important pour nous de nouveau qu'on puisse à notre petit niveau partager ça, même si la connaissance brute, elle est dans les labos, et je pense qu'il faut qu'elle soit mobilisable aussi pour faire avancer le schmilblick. Donc voilà, ça c'est à gauche un morceau de bois qu'on a extrait, le morceau de bois porteur qui est dans le mob. Après des cycles de vieillissement, on l'extrait et on teste sa résistance mécanique pour voir si toute l'eau qu'on a mise dans le chanvre n'a pas altéré ses performances. On fait des essais au sac, etc. Donc tous nos projets, et notamment celui pour Paris Habitat, nous font un petit peu réfléchir. Et on a répondu à un appel à projet de recherche en 2020 pour la Caisse des dépôts et consignations, qu'on avait un peu appelé quelles étaient les potentialités formelles, en tout cas c'était notre question, quelles étaient les potentialités formelles des isolants en général et des isolants biosourcés, et plus spécifiquement le chaud-chanvre. On a mené une étude pendant 4 ans, parce qu'on fait ça à la petite semaine à l'agence, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de sous. Mais on a fait ça avec un photographe et architecte, Jamie Meloni, qui enseigne avec nous. On a fait ça aussi avec Sandrine Marceau, qui est une chercheuse en matériaux biosourcés à l'université Gustave Eiffel. On a eu des contributions aussi plus théoriques d'historiens de l'architecture. Et puis on a pu publier cet ouvrage, alors qui est épuisé maintenant, avec aussi le soutien de la Chanvrière et de Saint-Astier, qui nous ont aidés à faire le dernier petit pas pour sortir l'ouvrage. Et c'est une sorte d'enquête sur les ressources et sur les filières. Voilà, donc ça c'est juste 2 extraits et 2 photos à gauche de la Chanvrière et à droite des carrières de chaux. C'est une exploration aussi plus technique, ou on pourrait dire scientifique, mais qui rebondit un peu sur tout ce que Guillaume a présenté tout à l'heure, et on s'est approprié aussi toutes ces questions de adsorption, désorption, tout ce vocabulaire-là qui est le nouveau vocabulaire de l'architecture d'une certaine manière. C'est plus compression, flexion, etc., les terminologies techniques de la structure, mais c'est aussi maintenant tous les phénomènes, on pourrait dire de manière très générale, de dynamique des fluides qu'il faut comprendre pour pouvoir construire. Et on a mis tout ça dans des microscopes électroniques à balayage, et ça nous a aussi donné des images microscopiques de la matière pour mieux comprendre où se situaient tous les échanges hygroscopiques. Pourquoi c'est si particulier? Parce que c'est fait comme ça en fait. Et c'est pour nous architectes aussi très important d'aller voir ça. Et dernier point qui était peut-être le titre de la valeur du plein de cette petite intervention, c'est que ces 2 pages, 4 diagrammes à gauche, 4 diagrammes à droite, on a pris plein d'isolants de différentes familles et on les a comparés sur des diagrammes de Kvyat en se disant, ok, quand on prend les isolants biosourcés, et puis si on prend en plus l'isolant chaud-chanvre,
Les critères usuels, c'est de dire, OK, le prix, bon, ça coûte un peu plus cher, l'épaisseur, c'est un peu plus épais, et le lambda, c'est pas le meilleur. Donc en fait, c'est nul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas le rendre plus performant, surtout pas. Il faut changer notre système de valeurs. Donc on a changé les critères d'appréciation. On a mis la chaleur massique, on a mis l'inertie, on a mis l'empreinte carbone, etc. Et puis d'un coup, c'est génial en fait. Donc c'est juste notre manière de voir les choses qui doit changer, et pas seulement le matériau. Et au contraire, le fait qu'il soit pas très bon, et on y tient beaucoup, not so good, c'est pas très bon d'un point de vue de la performance. Et c'est pas très grave. Et on avait cette discussion avec Arnaud Evrard il y a pas très longtemps à Zurich, qui a fait sa thèse sur ce matériau il y a quelques années. Et il dit, voilà, c'est pas le meilleur. Mais justement, il tient à quelque chose qui est très important, qui est cette notion de robustesse, d'adaptabilité. Il est pas très bon sur le critère absolu de la performance thermique et du lambda, mais il est pas mal dans plein de critères, et c'est ça qui nous intéresse dans ce matériau-là. Et puis, pour nous, mais c'est pas très clair et je passerai vite, ça nous a permis aussi de réintroduire quelque chose qui est peut-être ce rapport à l'enveloppe que la perspirance transforme. On ne crée plus des choses complètement étanches entre un intérieur et un extérieur, mais au contraire, on cherche des relations dynamiques où la vapeur d'eau peut traverser la paroi, et donc les limites d'une paroi deviennent floues, et ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Voilà, merci.